Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, cette émission qui, d'après ce que j'entends, sera bientôt remboursée par la Sécurité sociale. Mélodie Nocturne, votre émission musique et jazz, nous allons accueillir deux invités exceptionnels ce soir. Mais avant tout, parce que c'est traditionnel désormais, notre coup de cœur, ou pour être très honnête, le coup de cœur de Jazz Magazine, notre partenaire. Ils nous ont inspiré un coup de cœur cette semaine pour le jazz, pour une saxophoniste merveilleuse, et j'avoue que nous avons été entièrement conquis jusqu'au point d'en faire notre coup de cœur. Merci à Jazz Magazine. Voici la musique merveilleuse, ce mélange de classique et de jazz, donc parfaitement idoine pour notre émission. C'est la saxophoniste Sophie Allour. Nous vous la conseillons. Comme tous ceux qui aiment la musique, vous allez voir à quel point elle est intelligemment sensible et qu'elle nous touche exactement là où la musique doit nous toucher. Ce soir, je sais que des milliers d'amoureux de la musique vont être jaloux et vont se dire « J'aimerais bien être à la place de Michel Monponté » et ils ont raison. Parce que ce soir, j'accueille deux merveilleux musiciens, deux grandes personnes, deux légendes, d'après la presse spécialisée. Daniel Humer. Bonsoir Daniel Humer. Bonsoir. Et Claire Gibault. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, un batteur, d'après le dictionnaire de Philippe Carle, dont on salue la mémoire ici ce soir, vous avez été et vous êtes encore aujourd'hui l'un des plus grands batteurs de l'histoire. Et d'après ce que me disent les spécialistes de jazz, vous n'en avez jamais fait qu'à votre tête. Oui. Est-ce que c'est vrai que pour vous, la liberté compte beaucoup ? C'est essentiel dans le genre d'occupation que nous avons. Je pense que dès qu'il y a une contrainte, les possibilités se ralentissent et ça devient un handicap. Vous n'aimez pas qu'on vous ordonne quelque chose, quoi, parce que généralement... Je ne peux pas parce que je fais ça pour le plaisir. Claire, vous entendez, vous avez été une des femmes qui a mené un des combats les plus intenses et les plus intelligents et les plus artistiques sur la reconnaissance des femmes dans le monde de la musique. Vous avez souffert de l'absence de reconnaissance, vous avez aussi eu des combats et des victoires. Et donc je vous pose la même question qu'à notre ami Daniel Humer. La liberté, pour vous, ça a été quoi et c'est quoi encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est de choisir les œuvres que j'ai envie d'interpréter et de choisir les musiciens avec lesquels j'ai envie de les interpréter, justement. Est-ce qu'on peut parler de liberté pour les femmes dans le monde de la musique quand elles sont si peu représentées ? Non, parce qu'elles dépendent des managers, elles dépendent aussi du bon vouloir des agents. Et que, au fond, le bonheur qui m'arrive maintenant, c'est d'avoir créé mon propre orchestre et de ne pas dépendre de ces gens-là. Ne pas dépendre de rien ni de personne. Vous avez fait pour vous rencontrer. Vous ne vous étiez jamais rencontrés, non. À part sur ce plateau. Je suis ravi de cette rencontre. On va commencer avec Mozart. Avec plaisir. Parce qu'il faut toujours commencer avec Mozart. Et vous êtes en train de diriger la 40e symphonie. Tim, tadadam, tadadam, tam. Je vous laisse la suite plus juste. Claire Gibault qui dirige la 40e symphonie de Mozart.
Vous qui avez joué avec les plus grands violonistes de l'histoire, Ponty, Grappelli, on en passe et des meilleurs. C'est exactement la même technique? Ils jouent exactement comme les violonistes de jazz, les violonistes classiques? Ça dépend les formations, parce que, évidemment, quand il y a un batteur et une rythmique, le violon a tendance à être écrasé. Donc, le fait d'être amplifié change tout à fait la pratique de l'instrument, l'attaque de l'instrument. Et par exemple, si vous voyez un percussionniste classique, il ne tient pas ses baguettes comme nous les tenons nous, parce qu'on a une autre façon d'approcher l'instrument. Donc, je pense que la technique de base est la même. Et au bout d'un certain temps, vous adaptez votre façon de jouer à la musique que vous faites. Si vous ne vous êtes pas rencontrés alors que vous avez une notoriété exceptionnelle l'un et l'autre en France, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont votre statut, est-ce que ça veut dire qu'il y a une frontière encore infranchissable entre le jazz et la musique classique? Ça a beaucoup évolué. Je pense que dans notre jeunesse, il y avait vraiment une cloison étanche, même au conservatoire, entre la classe d'études classiques et je ne sais même pas s'il y avait d'études de classe de jazz au conservatoire. Non. Il n'y en avait pas? Non, absolument pas. Donc, et je pense qu'on se tenait un peu à distance, comme ça, mais ça a beaucoup changé. C'est quoi, les mauvais garçons faisaient du jazz et les bons élèves faisaient du classique? Je ne sais pas, peut-être quand même. Il disait qu'ils avaient le sens de l'improvisation et que nous, les classiques, on était brimés dans un carcan d'une éducation trop académique. Mais je trouve que ça a beaucoup changé. Tous mes jeunes musiciens, ils jouent à la fois sur instruments anciens, sur instruments modernes. Ils font du jazz, ils font de la musique baroque, de la musique contemporaine. Mais aujourd'hui, les jazzmen savent aussi lire la musique, connaissent l'harmonie, alors qu'autrefois... Je pense qu'à l'époque aussi, il y a mais pas certainement beaucoup, pas tous, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder à toutes les formes de technique et de musique. Vous vous dites, quand je suis arrivé au conservatoire à Genève, dès que j'ai dit... Je suis passé devant, et dès que j'ai dit le mot jazz, j'ai même pas pu rentrer. J'ai monté les marches. Donc, à mon époque, tout le monde était autodidacte. En plus, le jazz avait une très mauvaise réputation. Et les gens qui ne connaissaient pas ce milieu-là s'imaginaient que c'était un monde de perversion, de vice. Vous avez raison. Et voilà. De boîte de nuit. Ça a beaucoup changé. Claire, vous avez mené un combat incroyablement beau et nécessaire sur la place des femmes dans la musique. Je voudrais vous montrer une archive qui, moi, m'a stupéfait. C'est peut-être votre première interview à la télévision où un journaliste incroyablement macho vous interviewe sur votre passion surprenante de la direction d'orchestre. Nous sommes en 1968, Je vais découvrir. au concours de chef d'orchestre de Besançon, et vous faites face à un homme, un vrai. La cité universitaire où logent les candidats, il en est venu de partout. Mais au fond, pourquoi viennent-ils? Quel âge avez-vous, Claire? 19 ans. Vous voulez être chef d'orchestre? Oui. Enfin, non, pas exactement. Plutôt faire des études, étudier la direction d'orchestre, parce que c'est le seul moyen de connaître à fond une partition et d'apprendre l'instrumentation. Puis, il faut dire que j'aime aussi ça. En somme, vous êtes un peu amateur. Je n'aime pas le mot aussi. Oui, mais c'est la réalité pourtant, non? Non, peut très bien... Mettons, tout dépend de l'esprit dans lequel on le fait. Amateur, ça... Un amateur, c'est quelqu'un qui aime quelque chose, non? Ah oui, mais ça suppose une façon de travailler assez superficielle. Vous êtes amateur, soyons sérieux. Je ne connaissais pas cette interview. Je ne me reconnais pas. Mais je me suis défendue quand même très souvent. Je me souviens d'un interview, même sur France Musique, avec le merveilleux Caloni, et qui, tout d'un coup, dans l'interview, dit « Ah, quel dommage que ce soit une émission de radio, parce qu'il commence à parler de mon physique. » Et là, j'étais tranchante. Vous jamais vous permettriez de parler de cette façon à un homme, ou de ses cheveux, ou de son visage. Mais quand on était une femme, il y avait cette espèce de nécessité de prouver encore plus. Il y avait cette violence-là. Non, mais pour exister, il fallait résister joyeusement. Il fallait se battre sans pleurnicher, avec de l'amour. Et il y a beaucoup de condescendance à mon égard, oui.
j'ai été assistante de très, très grands chefs d'orchestre. Je faisais le travail jusqu'au bout. Avec Claudio Abbado, par exemple? Oui, mais lui, il était généreux. Parce C'était qu'il m'a... un génie, Ouais, et lui, il me donnait la direction aussi bien à Covent Garden qu'à Berlin. Si vous entendez un musicien ou une musicienne derrière un rideau, est-ce que vous êtes capable de dire si c'est un homme ou une femme? Ou s'il est blanc ou noir ou... Probablement oui. En quoi? Par une certaine puissance dans l'attaque. Mettons les choses au point tout de suite. Pour moi, il n'y a ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni vert, ni jaune. Il y a les bons et les mauvais. Si une femme joue bien, je peux vous garantir que tous les musiciens le savent et seront les premiers à les engager. Seulement, si on commence à nous imposer, ce qui est le cas en ce moment, nous imposer un quota, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire? Je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a imposé le fait que pour les concours de recrutement pour les orchestres, il y ait derrière un paravent. Eh bien, ça a augmenté la présence des femmes alors qu'on ne sait pas qui joue derrière. C'est très, très important. Vous parlez de... Et les quotas... on n'aime pas les quotas. Comme disait Madeleine Albright, « We don't like quotas, but we like what they do ». Et de temps en temps, pour rendre visible le talent des femmes, il faut pendant un petit moment faire de la discrimination positive. Et c'est ce que j'ai voulu faire en créant le concours La Maestra. Attention, dans la musique classique, il y a beaucoup plus de femmes qui pratiquent un instrument que dans le jazz. Par exemple, une batteuse... C'est-à-dire le jazz est plus macho? Alors, il y a des batteuses de jazz qui jouent très bien, mais jouer de la batterie, ça veut dire porter des valises de 30 ou 40 kilos, ça pose beaucoup de problèmes. Et dans notre métier de musique de jazz, il y a des très, très bonnes musiciennes. J'avoue qu'en France, j'étais il y a longtemps un des premiers à engager des femmes parce qu'elles jouaient bien. Mais là, maintenant, ça devient une exigence. Alors, ça ne peut pas marcher comme ça. Dans la peinture, c'est la même chose. Il y a un bon tableau ou un mauvais tableau. Mais c'est une petite injustice qui corrige une énorme injustice. Oui, mais bien sûr, dans les cuisines, à l'époque, dans les cuisines des grands restaurants, les femmes étaient brimées, agressées, insultées tout le temps. Ça, les choses changent, il faut que ça change. Mais il ne faut pas que ça devienne un système de pression insupportable. Vous parlez, Claire, d'un plafond de verre. Alors, vous avez dirigé à la Scala, vous avez dirigé l'Opéra de Lyon, vous avez dirigé à Berlin, vous avez... incroyable. Oui. Mais jamais on ne vous donne un orchestre à vous. Vous dites qu'il y a une espèce de plafond de verre. Comment vous l'entendez? Vous savez, ça ne fait que 2 ans qu'en France, on a des femmes qui sont directrices d'orchestre. Il y en a 4 maintenant, mais il y en avait 0 il y a 3 ans. Et je pense que le concours La Maestra a joué son rôle. Ça a été une révolution mondiale. Alors la Maestra, c'est donc un concours réservé aux femmes, oui, aux chefs d'orchestre. J'ai beaucoup hésité avant de créer, parce que je ne savais pas si ça rendrait service aux femmes qu'on fasse un concours réservé aux femmes. Et moi, j'aime tellement la mixité que et même la compétition avec les hommes que Mais j'ai assisté à des choses tellement graves où j'étais membre du jury dans des concours internationaux de direction d'orchestre, de comportement. Et puis, les femmes n'étaient pas sélectionnées. Qu'on a décidé, avec la Philharmonie de Paris, qu'il fallait donner de la visibilité à des talents qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer. Et ce concours, imaginez que dès la première année, il y a eu 220 candidates de 51 nationalités. Alors, il faut rappeler un chiffre pour que les téléspectateurs suivent bien. Oui. Il y avait 4% de chefs d'orchestre qui étaient des chefs femmes. Oui, programmés dans les institutions Programmés dans les institutions. On est passé à 10, 12 12% après 2 concours La Maestra. Ce formidable concours La Maestra qui corrige une injustice. On regarde quelques images. Nous avons sélectionné 12 candidates. We're looking for excellence and choice. On doit sortir de l'idée que dès qu'une femme dirige un orchestre, ça devient quelque chose d'exceptionnel. Competitions are golden opportunities for conductors.
being in Paris for conducting with a French orchestra. I'm looking forward so much. Primera vez que salgo del país, primera vez que dirijo una orquesta tan profesional. Furioso, taca, 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 taca. Grandioso. What I expect from it is a lot of fun. Passion, to share joy of music. It has been one of my best experiences so far. C'était une grande joie de voir des femmes solidaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous étiez l'un et l'autre têtus, vous n'en faisiez qu'à votre tête. Quand vous avez compris que devenir la directrice musicale d'un grand orchestre de manière permanente était difficile, vous avez créé votre propre orchestre. Oui. Racontez-moi ça. C'était un enjeu invraisemblable, un challenge incroyable, parce qu'il fallait trouver les financements de l'orchestre, il fallait trouver aussi les musiciens. Et ça fait 12 ans que le Paris Mozart Orchestra... 2011, n'est-ce pas? Oui, il existe et on a des invitations de plus en plus magnifiques, puisqu'on jouait au Festival Berlioz le 1er septembre, la Symphonie héroïque, les Nuits d'été avec Véronique Jans, à la Folle Journée, le Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn avec un comédien de la Comédie Française. On a plein de super beaux projets. Et puis l'orchestre est l'orchestre du concours La Maestra. Et le concours, la 3e édition a lieu en mars prochain. Et là, ce qui est extraordinaire dans la sélection, c'est que, imaginez, on a des candidates, une iranienne, une israélienne, une ukrainienne, une russe, et que, voilà, je pense que la vie artistique, la vie musicale dépasse toutes les oppositions. La question des nationalités, ça compte dans les musiques de jazz Non. Non. Je ne vois pas pourquoi un Français ou un Japonais ne pourrait pas jouer d'une manière vraie la musique qu'il connaît. Vous n'avez pas eu ce problème de fonder un orchestre. Vous jouez avec qui bon vous semble et comment vous, oui, mais on a toujours eu un choisissez? peu le handicap de ne pas être américain. Parce que l'image du jazz, c'est de la musique américaine. Et encore aujourd'hui, moi, après 60 ans de métier, je sens qu'il y a encore cette espèce de réserve en disant « Ah, c'était bien aujourd'hui », comme si on était surpris que des musiciens européens, blancs, ou japonais puissent faire une musique qui soi-disant ne leur appartient pas. Mais vous avez failli rester aux États-Unis. Oui, mais je ne suis pas resté parce que on n'avait pas la liberté que je souhaitais et la vie américaine ne m'enchantait pas trop. Et j'aime bien être à Paris, j'aime bien manger des bons produits et d'avoir une liberté totale dans mon choix de travail. Restons dans Mozart, si vous le voulez bien. Restons à Salzbourg et à Vienne, plutôt qu'à Los Angeles, avec donc votre orchestre, n'est-ce pas? On va écouter le concerto pour clarinette. Quelle merveille! Avec Karjez Gerenstein, qui a une petite surprise pour vous après. Mozart. Daniel, quand vous écoutez de la musique classique, vous écoutez quoi? Enfin, d'abord, est-ce que vous écoutez de la musique classique? Oui. Et vous écoutez quoi? Qu'est-ce que vous aimez? Des choses plus accessibles que de la musique très contemporaine. J'adore Tchaïkovski. Pour moi, la plus belle musique du monde, c'est peut-être, je disais à madame tout à l'heure, qu'encore aujourd'hui, quand j'entends le concerto de Tchaïkovski par David Oistrakh, et que je le vois en noir et blanc à la télévision, ce petit bonhomme qui, avec un petit violon, tire en orchestre d'une manière... Ah, mais vous êtes un sentimental, en fait. Peut-être, oui. J'aime bien la musique avec des belles mélodies quand même. On peut les trafiquer un peu.
mais pas trop. Quelle surprise, voilà des révélations. Daniel Humer est un sentimental. On va écouter une question de ce clarinettiste formidable qui est donc Karjes Gerenstein. Une petite question surprise pour vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chère Claire. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années maintenant et tu n'as cessé de me donner l'occasion à de nombreuses reprises de m'épanouir autant musicalement qu'humainement au sein du Paris Mozart Orchestra. Et le mot qui me vient à l'esprit, c'est la confiance que tu nous donnes et la confiance que tu nous permets d'avoir en nous. Et il me tient évidemment à cœur d'entretenir cette confiance. Alors ma question est celle-ci. Que faut-il pour gagner ta confiance? À bientôt. Claire, que faut-il pour gagner votre confiance quand on est musicien? De la fidélité. La fidélité de la présence, mais la fidélité de l'engagement profond. Je vois des musiciens qui sont tellement préparés quand ils arrivent à la répétition d'orchestre. Et voilà, on est d'égal à égal, toujours. C'est vraiment une fraternité. Donc, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. La fidélité, vous jouez avec des musiciens certains depuis des dizaines d'années. C'est important, la fidélité, pour vous? Oui, parce que, évidemment, le choix premier, c'est la qualité de la musique. Mais quand on joue 2 heures et qu'on vit toute une journée avec quelqu'un, il faut plutôt bien s'entendre parce que le travail s'en ressent. Alors, je travaille avec des gens qui ne me posent pas de problème de timing, de facilité de vie, qui se tiennent bien, voilà, parce que j'ai vécu dans la période folle du jazz et j'avoue que les zombies, j'ai déjà donné merci. Et là, je travaille avec des gens avec qui, et en plus de ça, j'apprends beaucoup parce que mon but dans la musique, si je joue encore aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois que je sors d'un concert, j'ai l'impression d'avoir appris un truc nouveau. Et le jour où je ne sentirai plus ça, j'arrêterai immédiatement. Parce qu'autrement, ça devient un métier. J'aime pas, je suis un amateur, moi, dans ma tête. Autodidacte et ambidextre, comme vous savez, dites. Il y a un jardinier qui fournit des grands restaurants parisiens, qui était d'ailleurs un ancien batteur japonais, et qui m'a dit un jour, moi, je ne fais pousser que ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je les vends à qui je veux, au prix que je veux. C'est ça la liberté aussi. Vous avez, avec le Paris Mozart Orchestra, c'est une espèce d'utopie presque politique, j'allais dire. Oui, il y a une fraternité qui s'exerce aussi dans la codirection même de l'orchestre, les choix artistiques, les réflexions sur la programmation, on est tous payés pareil aussi. Et c'est vrai que ça crée des relations très fortes. Il n'y a pas une hiérarchie très présente et pourtant je me sens extrêmement respectée. Et puis là, on est tous engagés dans un projet extraordinaire. On est en résidence à Bourges, qui est candidate. Peut-être capitale de... Ça serait génial. Voilà. Et par exemple, cette candidature. Et figurez-vous qu'on est tous en train de travailler sur la création de notre résidence à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique à Bourges, l'hôpital Georges Sand. Ça fait partie, vous voyez, il y a les concerts où on joue Mozart, mais aussi on s'engage pour la santé mentale, dans les EHPAD, dans les prisons. Alors justement, ça a toujours été une volonté pour vous d'amener la musique auprès des gens qui n'ont pas accès directement à la musique. Les écoles, les usines, les hôpitaux psychiatriques, vous en parlez, c'est important pour vous? La justice sociale, c'est important pour moi. Alors, je vous propose de regarder une archive qui date de 1983, où vous allez dans un collège sensible, comme on les appelle aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, et on vous pose des vraies questions, c'est-à-dire pas des questions de journalistes. Nous les écoutons, les enfants. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une courbature en plein concert? Ça fait tellement longtemps que je le fais que mes muscles ils sont habitués, ils sont faits. Je n'ai plus aucune courbature. Et on va
aussi se servir du rebond de l'archet. Ouais, vous savez pas encore tout. Et soyez chic. Hein. Claire, pourquoi il n'y a pas de noir ou d'arabe dans cet orchestre? Si on est là, avec vous, c'est qu'on a envie que ça change. Donc on a envie de provoquer des vocations. Alors, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a, comme dit la jeune fille, plus de noirs et plus d'arabes dans le monde classique? Ça change très lentement. Mais on y travaille. C'est-à-dire que la diversité des talents, des hommes, des femmes, des diversités de nationalités, c'est important, oui. Comment on fait pour amener les gens qui ne viennent pas écouter de la musique? Comment on les séduit? Comment on les attire? Justement, on va sur leur lieu parce qu'ils ne viendraient jamais vers nous. Si je n'allais pas dans ces écoles de banlieue les rencontrer, si on n'allait pas in situ, jamais ils auraient l'idée de venir dans une salle de concert à Paris. C'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel vous avez joué? Je ne sais pas, peut-être une salle de concert. Non, il n'y a pas d'endroit impossible. Il faut essayer de comprendre que les gens qui sont devant vous peuvent accéder à votre travail ou pas. Mais malheureusement, de plus en plus, il n'y a pas de préparation à ce passage dans la piscine. On parlait du Paris Mozart Orchestra. Encore une question surprise, et cette fois-ci, c'est Clara Bagé qui a commencé la direction d'orchestre avec moi et qui devient une très bonne chef d'orchestre et qui aura un concert avec le Philharmonique de Radio France en décembre prochain. Eh bien voilà, on y sera. Clara Bagé, qui vous pose une question. Bonjour à tous. Alors voilà ma question pour toi, Claire. Quel est le meilleur moment que tu aies passé aux côtés des musiciens du Paris Mozart Orchestra? On a eu un très grand moment ensemble au Festival Berlioz avec la symphonie héroïque de Beethoven. L'orchestre m'a fait une ovation extraordinaire et le public aussi. Et c'était un moment de musique et un moment de fraternité extraordinaire. Daniel, c'est quoi un des plus beaux moments de votre carrière? C'est d'avoir pu jouer il n'y a pas très longtemps dans une église pour des gens qui n'avaient jamais entendu, quasiment jamais entendu de jazz et qui ont eu des réactions tellement formidables que je me suis aperçu là que finalement le monde était beaucoup plus ouvert à cette musique qui est soi-disant cloisonnée. Et simplement, ils n'ont pas accès à ça. Madame dit parfaitement les choses avec la musique classique, mais c'est encore pire dans le jazz. Dans une interview que vous consacrez à nos amis de France Musique récemment, vous vous présentiez ainsi: « Je suis batteur de jazz et peintre, je suis né à Genève en 1938 et à 14 ans, j'ai découvert le jazz et j'ai eu l'impression aussitôt d'être dans ma famille. » Oui, parce que je n'avais jamais eu accès à l'art, parce que j'avais une famille absolument adorable et de bonne volonté, mais on n'avait pas accès à l'art. Et tout d'un coup, j'ai découvert quelque chose qui me correspondait encore plus que le sport que je pratiquais à l'époque. J'ai plongé là-dedans et je suis plus sorti de ça. Je vous propose de regarder une archive, vous y avez droit vous aussi. C'est une archive qui est amusante parce que vous jouez de la batterie, tout le monde s'y entend, vous êtes un des plus grands batteurs de l'histoire du jazz, je l'ai dit dès les débuts de cette émission, sauf que là vous jouez sans baguette. On appelle ça la liberté. C'est quoi improviser? Improviser, c'est jouer ce qui nous passe par la tête,
Et ça dépend de, nos humeurs et nos joies ou notre tristesse. Vous dites, je suis parfaitement ambidextre. C'est-à-dire que quand on parle de la difficulté de l'indépendance des membres, vous, c'est une difficulté que vous n'avez pas, vous. Quand j'ai commencé la batterie, malheureusement, il n'y avait pas de professeur de batterie jazz. Alors, j'ai mis la grosse caisse à mon pied fort, qui était le pied avec lequel je jouais au foot. Donc, la Charleston n'existait pas. Donc, j'ai mis ma grosse caisse à gauche et j'ai tenu les baguettes à droite. Et donc, je me suis retrouvé à l'envers au pied et à l'endroit aux baguettes. Donc, j'ai dû adapter ma technique à cette bizarrerie, mais qui finalement m'a permis d'apprendre les deux côtés. On va écouter, parce que vous avez une attention particulière, on va aller à Jazz à Vienne. À entendre une particularité de Daniel Humer, c'est qu'il aime s'entourer de musiciens jeunes, qu'il aide et qu'il met en lumière. Là, on va vous entendre avec Vincent Perani, Émile Parisien et Bruno Chevillon. Et j'aime beaucoup cet extrait musical parce qu'on voit à quel point ils vous aiment et vous les aimez et vous faites attention les uns aux autres. C'est bien plus que de la musique. Jazz à Vienne. Quand on discutait tout à l'heure, vous m'avez dit que vous regrettiez que les musiciens ne s'intéressent pas à autre chose que la musique. Oui. Vous vous intéressez passionnément et vous pratiquez passionnément la musique. Vous dites la peinture, la vitesse et la précision du geste de la batterie m'ont aidé. Vous êtes aussi peintre. Oui. Je vous propose de regarder quelques tableaux que vous avez faits et de m'aider à les commenter. Ces architectures, ces couleurs, ce geste, qu'est-ce que vous cherchez avec la peinture ? Bon, j'essaie de travailler sur des formes extrêmement simples qui sont très courantes, mais perverties et organisées de manière à créer une tension dans l'espace, comme lorsqu'on joue de la musique, on place des notes dans un espace et ça fonctionne que quand rythmiquement ça rebondit. Mais ça se fait seul, la peinture, le jazz, ça se fait ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'aime pratiquer la peinture, parce que notre travail, on le montre ou non, on le fait quand on veut, tout seul, alors que quelquefois, vous descendez du train, vous avez passé 5 ou 6 heures, vous arrivez sous la pluie, vous mangez un sandwich mauvais, et il faut jouer à 8h30, et il n'est pas question de dire « Ah non, je ne joue pas parce que je n'ai pas envie de jouer ». Vous faites de la peinture aussi? Vous avez un hobby extérieur à la musique? Non, je suis tout entière à la musique. Tout entière à la musique. Je précise quand même qu'aujourd'hui, je suis plus peintre que musicien. C'est-à-dire que tous les jours, je peins 5 à 6 heures. Ça fait 40 ans que ça dure. Et je suis un peintre professionnel. Malheureusement, en France, les pluridisciplinaires, ça ne passe pas. Alors, le nombre de fois où on vient me dire « Ah, vous faites toujours de la peinture, vous faites comme Django Reinhardt ou comme Miles Davis ». On peut vous entendre en concert à l'EQG le 21 décembre. Je vous incite à aller dans cette salle, l'EQG, parce que l'EQG, c'est une salle formidable, petite, mais on entend de la musique qui se fait, de la musique vivante et en avance. Je n'ai plus qu'à vous remercier et à rejoindre notre dernier invité qui vous a fait à l'une et à l'autre un cadeau que vous méritez amplement. Merci d'être ce que vous êtes et de nous aider à trouver la vie moins lourde. Merci. Pierre Génisson, bonsoir. Clarinettiste de renom, clarinettiste qui nous avait émerveillés avec Mozart il y a quelques années. Et rebelote, comme on dit. Et à nouveau rebelote. C'est vrai que Mozart m'accompagne depuis de
plus jeune temps, j'ai démarré avec Mozart, comme tout clarinettiste, qui nous a laissé... Il aimait particulièrement la clarinette, Mozart? Oui, pourquoi? Parce qu'il était frère de loge avec Anton Stadler, un des brillants clarinettistes de son époque, pour qui il a laissé un quintet absolument incroyable, et 2 ans après, l'année de sa mort, un concerto. Alors justement, votre album s'appelle 1791, c'est donc la dernière année. C'est la dernière année, une année très forte, chargée de symboles, l'année de la passation entre la vie et la mort de Mozart, où Mozart donc, nous laisse un concerto, des opéras majeurs, où la clarinette est extrêmement bien représentée, notamment dans la Clémence de Titus, un opéra où la clarinette est... Je sais que c'est un de vos opéras préférés, n'est-ce pas? Absolument, c'est un opéra qui est très, très, très cher à mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai enregistré les 2 airs avec Karine Deshaies de la Clémence de Titus, où la clarinette est donc l'obligé de la chanteuse. Et c'est vraiment 2 airs qui me tenaient particulièrement à cœur de faire avec mon ami de toujours. Comment est-ce qu'on construit un disque comme ça? Est-ce qu'on fait d'abord une liste et puis on dit non, ça je vais le jouer, ça je vais pas le jouer? Comment ça se construit? Ça se construit avec le cœur avant tout. Ça se construit avec l'envie, avec un peu à tâtons, avec des choix, des goûts personnels. J'ai démarré en fait en imaginant faire un lien entre le concerto, les derniers opéras et le Lacrimosa du Requiem, évidemment, qui est la dernière pièce que Mozart n'a pas terminée. Et donc, je souhaitais mettre en avant l'héritage de Mozart, les derniers opéras, et donner une forme d'unité dans toutes ces pièces. Je suppose que vous avez entendu nos 2 grands maîtres s'exprimer sur notre canapé. Ils parlaient de la liberté. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté... Pour finir comme on a commencé. La liberté, c'est d'être honnête, je crois. Honnête dans son discours. Vous nous avez fait la gentillesse et la générosité de nous offrir de la musique en live sur ce plateau de Chaîne Info. Je vous laisse lancer la musique merveilleuse que vous nous avez offert, qu'on a enregistrée quelques minutes avant l'émission. Merci 1000 fois. Merci aux 2 géants de la musique qui nous ont accompagnés. Un jour, vous serez vous aussi un géant. Pour l'instant, vous êtes un immense musicien et nous vous en remercions. Merci. Nous allons entendre la sérénade de Don Giovanni avec mon ami du Conservatoire de Paris, Gabriel Bianco, un ami de toujours. Merci et à vendredi prochain. Merci.